Le troisième type d'érosion, c'est l'érosion karstique. Alors il s'agit d'eau, comme le ruissellement et l'érosion fluviale, mais contrairement à ces processus, il s'agit de dissolution de roches, surtout calcaires, par les eaux douces chargées en CO2. L'érosion karstique développe ce qu'on appelle des morphologies karstiques ou paysages karstiques, du nom d'une région de la Croatie, Krs, KRS, où ces paysages sont particulièrement développés. Alors j'ai parlé de calcaire, c'est ce qu'on pourrait appeler le karst classique. C'est figuré par la photo que vous avez en bas à gauche, c'est un karst à Nîmes en Belgique. Mais pour autant que les précipitations soient abondantes, la température élevée et le temps d'action très long, on peut développer des morphologies karstiques dans d'autres types de roches, même du granit. C'est ce qui est représenté en bas à droite. Alors, je vous ai dessiné un petit bloc diagramme avec les morphologies karstiques les plus courantes qui sont numérotées. On va les passer en revue. La première chose, c'est de distinguer ce qu'on appelle l'exokarste et l'endokarste. Alors l'exokarste, ce sont toutes les formes aériennes en surface, et bien sûr l'endokarste, ce sont les formes souterraines comme les grottes. Première morphologie, on va commencer par l'exokarste, le canyon. Alors le canyon, dans des terrains calcaires, est en général lié à l'effondrement d'une galerie souterraine. Les dolines, forme très courante, assez spectaculaire, ce sont des cuvettes de dissolution. Les ouvalas sont des zones un peu plus grandes qui sont créées, qui se forment par coalescence de plusieurs dolines. Alors vous pouvez constater que dans les dolines que vous avez vues sur la photo précédente et dans cet ouvala, vous avez de la terre et des cultures, alors que le paysage environnant est non cultivé et extrêmement sec. C'est le cas des substrats calcaires puisque l'eau s'infiltre en général rapidement. Pourquoi de la terre dans les dolines et les ouvalas? En fait, elle est concentrée d'une part par ruissellement et d'autre part par la dissolution des calcaires qui contiennent toujours un petit peu d'argile. Morphologie spectaculaire, ce sont les avennes ou gouffres qui résultent de l'effondrement de vastes salles souterraines. Les reculés ou bouts du monde, ici un exemple dans le Jura en France, ce sont des vallées qui sont fermées vers l'amont. Pourquoi? Elles sont fermées en fait jusqu'au niveau où le cours d'eau sort du massif calcaire. Et donc la photo ici a été prise au-dessus de la résurgence, c'est-à-dire du passage du cours d'eau du monde souterrain à l'air libre. Polier, il s'agit de très vastes structures karstiques. Ce sont des paysages plats qui résultent de la dissolution presque totale du calcaire jusqu'au niveau de la nappe phréatique. Des reliefs résiduels peuvent apparaître, comme ici, à Guilin en Chine, qu'on appelle mogotes. Les vallées sèches, en fait, sont des bouts de vallées qui correspondent à un ancien tracé de la rivière avant qu'elle ne s'enfonce dans le monde souterrain. Alors ici, vous avez un exemple bien connu, c'est la vallée sèche
de la Lesse entre Bellevaux et Ans-sur-Lesse. En bleu, vous avez le cours actuel de la Lesse. Elle s'enfonce dans la grotte de Ans au niveau du gouffre de Bellevaux. Et après un passage dans le massif calcaire de Boine, elle ressort à la résurgence de Ans-sur-Lesse. Mais quand le débit de la Lesse est très important, en fait, le gouffre de Bellevaux ne peut pas absorber la totalité de l'eau et la Lesse rétablit partiellement son cours aérien et donc va inonder à nouveau la vallée sèche. On passe dans l'endokarst maintenant avec ce qu'on appelle une perte. C'est l'endroit où les cours d'eau s'enfoncent dans le monde souterrain. Alors ça porte souvent des noms très poétiques. On parle notamment de chantoir. Le réseau souterrain est influencé par la géologie, notamment par les cassures et les failles qui vont donner la direction des galeries. On va distinguer ce qu'on va appeler la partie fossile du réseau dans laquelle le cours d'eau ne circule pas et la partie active où s'écoulent les rivières souterraines. C'est ce qui est montré sur le schéma. En A, vous avez un réseau actif, il est rempli d'eau et ces réseaux actifs ont en général une forme en coupe qui est elliptique. En B, la rivière s'est enfoncée vers une galerie plus profonde parce que même dans le monde souterrain, les rivières ont un niveau de base. Et donc la cavité laissée à l'air va voir le développement de stalactites et de stalagmites et son plafond va avoir tendance à s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus soutenu par la pression hydrostatique de l'eau. Et enfin, en C, évolution ultime, le toit de la cavité s'est complètement effondré et s'est ouvert à l'air libre, donnant naissance à un gouffre ou un canyon. Cette évolution se voit très bien sur la photo en dessous. C'est une grotte dans le Canning Basin en Australie. En dessous, vous avez la forme elliptique lors du creusement par la rivière, c'est un réseau souterrain actif, et ce réseau actif, après son abandon, a évolué par effondrement, et vous voyez cette forme plus irrégulière qui se propage vers le haut. On appelle spéléothème toutes les formes de concrétionnement, vous en connaissez certainement, les stalactites, les stalagmites, les draperies. Mais on peut observer aussi ce qu'on appelle des gours, qui sont des barrages sur le fond des cours d'eau souterrains, souvent après des petits obstacles. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les perles de grotte, qui sont des petites concrétions, souvent dans des marmites où l'eau fait un tourbillon. Toutes ces concrétions résultent du dégazage, de la perte de CO2 qui modifie l'équilibre des carbonates et provoque la précipitation de CaCO3. Poursuivons dans l'endokarst avec les spéléothèmes, ici des colonnes qui résultent de la jonction de stalactites et de stalagmites. On finit par ressortir du monde souterrain avec, comme exemple ici, la résurgence de la Lesse à Ans. Dans certains cas, la résurgence est bouillonnante et c'est ce qu'on appelle une résurgence vauclusienne. Pourquoi est-ce qu'on observe ces bouillons? Tout simplement parce que le niveau hydrostatique de l'eau est situé au-dessus de la résurgence. Les dangers du karst, c'est évidemment un souci majeur en aménagement du territoire. Vous pouvez avoir des effondrements qui peuvent être extrêmement subis, comme ici, dans la région d'Esneux, près de Liège, où au milieu de cette pâture, un
gouffre, un petit gouffre, en fait une doline d'effondrement, est apparue en une nuit. Alors au milieu d'une pâture, c'est pas très important, quoique, mais si ça se passe en milieu urbain, mais vous pouvez avoir effondrement de bâtiments dans les gouffres. Au milieu d'une pâture, c'est quand même important parce que le problème est un problème de pollution. C'est que quand un cultivateur observe ce genre de phénomène dans son champ, il va avoir tendance à combler la doline. Et en comblant la doline, il va faire entrer dans le réseau souterrain toute une série de matériaux qui peuvent potentiellement être pollués. Pour clôturer ce chapitre consacré au karst, un petit film de synthèse. On va commencer le long de la côte d'Almat, en Croatie. Voilà cette côte, caractérisée par d'immenses massifs calcaires. Comme vous le voyez, le paysage est très sec. C'est le cas de la plupart des paysages karstiques. L'eau pluviale s'infiltre très rapidement dans le réseau souterrain. Le parc Biokovo qui est fameux pour toute une série de morphologies karstiques. On a ici une doline. Et une succession de plusieurs dolines. Comme je vous l'ai dit aussi, ces dolines sont les seules zones où se concentre un petit peu de terre et qui permettent donc la culture. On part du côté d'Imotski, toujours en Croatie, avec deux gouffres qui résultent donc de l'effondrement d'immenses salles souterraines. Ceci est prouvé par la présence de concrétions sur les parois des gouffres. Alors, peu de zones plates. Voilà une autre occupation d'une grande doline, c'est un terrain de football. Le deuxième gouffre près de Imotski, celui-ci a été sondé et sa profondeur est de 160 mètres en dessous de la surface de l'eau. Autre morphologie de l'exokarst, le canyon de la Cetina qui résulte de l'effondrement de galeries souterraines. Enfin, une des plus grandes morphologies, un polier. Il s'agit ici du polier de Polier. Et ce paysage résulte de la dissolution presque complète du calcaire jusqu'au niveau de la nappe phréatique. On passe en Chine, dans la région de Guilin. Énorme massif calcaire également, dont la dissolution donne ces formes tout à fait spécifiques qu'on appelle des mogotes. On revient finalement en Belgique avec ce qu'on appelle une perte. C'est l'endroit où la laisse s'enfonce dans le réseau souterrain. Cet endroit s'appelle le gouffre de Bellevaux. Et vous voyez que le débit est relativement important. Pourtant, en cas de crue de la Lesse, le gouffre de Bellevaux ne peut pas absorber toute l'eau et la Lesse rétablit en partie son cours aérien. Alors voilà la résurgence de la Lesse ici à Ans-sur-Lesse. Une autre résurgence, tout près, c'est la résurgence de la Lomme au sortir de la grotte des Praves. Vous voyez que le débit est important aussi. Et cette résurgence comporte un siphon qui fait plus de 100 mètres de profondeur. Autre résurgence, en Dalmatie à nouveau, c'est une résurgence qui se fait sous la mer. Vous voyez les bouillonnements.